prendrons ici l'exemple du carbone, compte tenu de l'omniprésence de cet élément dans les molécules organiques. Toutefois, tout ce qui est évoqué ici est qualitativement valable pour d'autres éléments, tels que l'azote par exemple. Le carbone possède deux isotopes stables, le carbone 12, dont l'abondance isotopique est environ de 98,9%, et le carbone 13, qui ne représente que 1,1%. Seul le carbone 13 est doté d'un spin non nul, I égale 1,5, et peut donc être utilisé en RMN. Le rapport gyromagnétique du C13 est environ 4 fois plus faible que celui du proton. Ce faible rapport gyromagnétique conduit à une sensibilité, à nombre constant de noyaux, considérablement réduite par rapport à la RMN du proton. Bien entendu, cet aspect est encore aggravé par l'abondance naturelle du carbone 13. Considérons, à titre d'exemple, la molécule d'éthanol, qui comporte 2 carbones. L'éthanol présente donc 4 isomères, que nous appellerons isotopomères, et qui ne diffèrent entre eux que par la nature isotopique des carbones. Les isotopomères qui ne comportent qu'un atome de carbone 13 représentent chacun 1,1% des molécules. L'isotopomère qui comporte 2 atomes de carbone 13 ne représente, lui, qu'environ 1 pour 10 000 des molécules, compte tenu de la probabilité de trouver 2 carbone 13 sur la même molécule. Le reste des molécules d'éthanol ne contient pas de carbone 13 et représente environ 98% de l'échantillon. En fonction du nombre de carbone 13 portés, ces différents isotopomères produisent des spectres RMN très différents. L'isotopomère qui ne contient pas de carbone 13 ne donne pas de signal. L'isotopomère qui ne comporte qu'un atome de carbone 13 ne produisent qu'une seule raie au déplacement chimique du CH2 et du CH3 respectivement. Le spectre de l'isotopomère qui comporte 2 atomes de carbone 13 est le seul à présenter 2 massifs et un couplage spin-spin. Pour le moment, nous négligeons les couplages carbone-proton sur lesquels nous reviendrons plus tard. Le spectre obtenu pour un échantillon macroscopique sera donc la superposition de ces différents spectres. En abondance naturelle, le spectre de l'isotopomère qui comporte 2 atomes de carbone 13 sera pratiquement invisible. Les raies qui le constituent auront en effet une intensité 200 fois inférieure à celle des 2 raies principales. Donc, dans un spectre de routine, seuls les isotopomères monomarqués seront détectés, et il n'est donc pas question sur ce type de spectre de déterminer les connectivités entre groupes chimiques sur la base des couplages carbone-carbone. En ce qui concerne les déplacements chimiques, ce que nous avons vu précédemment est également valable pour les noyaux de faible abondance isotopique comme le carbone 13. La gamme des déplacements chimiques C13 est beaucoup plus étendue que celle des protons, 250 ppm pour le carbone 13 contre 12 ppm pour le proton. Ce qui, là encore, facilite grandement l'interprétation des spectres de RMN du carbone 13. Comme nous venons de le voir, en abondance naturelle, la probabilité d'avoir 2 carbone 13 côte à côte est très faible. Les couplages C13-C13 ne sont donc visibles que sur des raies de très faible intensité. Voici les valeurs typiques de couplage entre 2 carbone 13 voisins. En revanche, il est évident qu'il y a des interactions entre les protons et les noyaux de carbone 13, puisque ces derniers baignent dans un environnement de protons. Voici quelques valeurs de couplage entre le carbone et les hydrogènes qui lui sont directement liés. Comme vous pouvez le constater, ces constantes dépendent très fortement de l'hybridation du carbone, mais bien évidemment, elles sont également influencées par l'électronégativité des substituants. Il existe également des couplages avec les hydrogènes portés par les carbones voisins, mais leurs valeurs sont beaucoup plus faibles. Les constantes de couplage J2 dépendent fortement de l'hybridation et de la substitution des carbones. Dans les groupements aliphatiques,
Les J2CH sont environ 2 fois plus faibles que les J2HH observés pour une géométrie comparable, typiquement 4 à 6 Hz. Dans le cas d'un couplage avec un proton aldéhydique, cette constante se situe entre 20 et 50 Hz, et elle est comprise entre 40 et 65 Hz lorsqu'il s'agit du couplage avec un proton acétylénique. Les J3CH sont compris entre 0 et 16 Hz. Comme dans le cas des constantes de couplage J3HH, il existe une relation de quart plus entre les J3CH et l'angle dièdre. Dans le cas d'une double liaison CC, les constantes de couplage trans sont généralement plus grandes que les constantes de couplage cis. Voici un spectre RMN C13 de l'éthanol, où les couplages carbone-proton peuvent être observés. Ils induisent un quadruplet sur le CH3 et un triplet sur le CH2. Une démultiplication supplémentaire est également visible. Elle provient des couplages J2CH, détriplement de chacune des raies du quadruplet et déquadruplement de chacune des raies du triplet. Comme nous l'avons vu un peu plus tôt, les couplages peuvent être éliminés du spectre grâce à un découplage large bande. Chaque carbone apparaît alors sous forme d'une seule raie, comme sur ce spectre carbone 13 de l'éthanol. Ce découplage permet d'améliorer le rapport signal sur bruit, puisque toutes les raies d'un massif sont maintenant superposées. Ce découplage peut également être à l'origine, dans certaines conditions, de l'apparition d'un effet Noé. L'intensité des raies du spectre carbone 13 va être alors encore augmentée, mais de manière différente pour chaque déplacement chimique. Voici le spectre carbone 13 de l'ibuprofène, découplé proton. En bleu, sans effet Noé, et en rouge, avec effet Noé. Les intensités I en présence du Noé sont supérieures aux intensités I0 sans Noé. Le rapport I sur I0 suit la loi déjà mentionnée, et comme prévu, il n'est pas identique pour tout le spectre. Dans les conditions de routine, l'effet Noé est conséquent. C'est pourquoi ce type de spectre ne peut pas être utilisé pour déterminer le nombre de carbone équivalent pour chaque déplacement chimique. Les noyaux quadrupolaires, pour lesquels I est supérieur à 1,5, représentent environ les 2/3 des noyaux observables en RMN. Ils sont caractérisés par une répartition des charges dans le noyau qui n'est pas uniforme. Ceci est à l'origine d'une relaxation très efficace. Les T1 courts de ces noyaux constituent un avantage, dans la mesure où ils permettent d'utiliser de faibles valeurs de temps de répétition, et donc d'obtenir l'accumulation de nombreux FID en un temps court. De plus, cette relaxation rapide explique l'absence d'effet Noé pour ces noyaux. En revanche, les T2 très courts qui sont généralement observés pour les noyaux quadrupolaires limitent leur application en RMN haute résolution, car ils induisent des largeurs de raies très importantes. L'élargissement des raies est dépendant de la nature du noyau, mais aussi de la symétrie du nuage électronique. Dans le cas de la plupart des noyaux quadrupolaires, les largeurs de raies sont couramment de l'ordre de plusieurs dizaines à plusieurs centaines de Hertz, ce qui explique que ces noyaux soient assez peu utilisés, à l'exception du bore et du deutérium. Dans le cas de ce dernier, les déplacements chimiques sont identiques à ceux du proton. Ces deux noyaux étant les isotopes du même élément, ils ont le même nuage électronique. Toutefois, le rapport gyromagnétique du deutérium est environ 6,5 fois plus petit que celui du proton. La dispersion en fréquence est donc beaucoup plus faible. Par ailleurs, les temps de relaxation sont généralement plus petits, comme les constantes de couplage. Les couplages proton-deutérium sont, à situation identique, 6,5 fois plus petits que les constantes proton-proton. Tout ceci conduit donc à une faible résolution en RMN du deutérium. À titre d'exemple, voici le spectre RMN du deutérium de l'éthanol, comparé au spectre obtenu en RMN du proton sur le même échantillon.